Bonjour Monsieur François Burga, bienvenue dans le média Aloha News. Vous êtes islamologue, politologue, essayiste et vous réfléchissez énormément sur la question de l'islam contemporain notamment. Aujourd'hui, on se voit pour parler du conflit en Palestine. Vous avez commenté sur les réseaux sociaux, vous avez dit que malgré ce qui se passe, vous êtes optimiste par rapport au sort des Palestiniens. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu votre point de vue là-dessus? Oui, une toute petite rectification. Je n'aime pas être présenté comme islamologue parce que je n'ai pas le savoir d'un islamologue. Je suis pas un spécialiste de la religion musulmane. Je suis plutôt un politiste. Et surtout, si on dit islamologue, on pense que c'est en étudiant la religion des autres ou la façon dont les autres pratiquent leur religion que l'on comprend leur raisonnement ou leur comportement politique. Et moi, je dis non. Faut regarder dans quel contexte ils vivent. Si on leur tape sur la tête, ils peuvent devenir méchants. Si on est gentil avec eux, tout va bien. Et j'ai un compte Twitter et de façon un petit peu provocante, je dis: est-il bien nécessaire de connaître le Coran pour comprendre pourquoi le Hamas résiste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les motivations des résistants palestiniens ne sont pas d'ordre religieux, c'est pas pour infliger le Coran à la terre entière, c'est parce qu'ils sont occupés militairement. Donc ne parlons pas de religion quand ça n'est pas nécessaire. Alors, la phrase que j'ai dit, mon optimisme à l'égard des Palestiniens, oui, il faut la prendre prudemment, hein, évidemment, c'est un optimisme à moyen ou à long terme. Non, je dirais à moyen terme. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une provocation, c'est une conviction intime que l'État hébreu ou l'État d'Israël, on ne devrait peut-être pas dire l'État hébreu, même si eux se comportent comme un État ayant un critère d'appartenance nationale, un lien religieux, alors qu'en théorie, ils se présentent comme laïcs. Euh, je pense que l'État d'Israël est sur la pente descendante. Je ne dirais pas que ses jours sont comptés, ni ses semaines, ni ses mois, mais je dirais que ses décennies, c'est sûr, c'est certain, et peut-être même ses années. Je pense que Israël, pour l'instant, se maintient. Israël, c'est une entreprise coloniale, ça c'est une donnée factuelle, c'est pas une accusation, c'est pas une critique, c'est une donnée factuelle qui repose sur la force. Et Israël se maintient par la force grâce au soutien inconditionnel des États-Unis. Donc moi, je pars de l'idée que dès lors que les États-Unis ne seront plus en mesure, par ce pont aérien de munitions, par exemple, hein, dans les 3 mois écoulés, de permettre à Israël de s'imposer par la violence, eh bien, on changera de formule. Il y a en fait deux grandes portes de sortie de la crise israélo-arabe. C'est la porte heureuse, la porte souhaitable qu'on peut appeler la porte à la sud-africaine, la Rainbow Nation, c'est-à-dire bien des gens qui ont des convictions religieuses, une ethnicité différente, parviennent à s'entendre et créent des mécanismes politiques qui leur permettent de coexister. Ou bien ça ne marche pas, et l'autre porte de... Alors, dans la Rainbow Nation, on peut peut-être élargir le spectre. Il pourrait y avoir deux États qui ont des identités, y compris religieuses différentes, mais qui parviennent à jeter les bases politiques de leur coexistence. Et puis, si ça n'a pas lieu, eh bien, nous avons la porte de sortie beaucoup plus tragique, beaucoup plus brutale, qu'on peut appeler à la rhodésienne ou à l'algérienne, mais il y en a qui partent, il y en a qui font leur valise, d'accord? Jusqu'à présent, je ne peux que constater que les Israéliens font tout, enfin, n'ont rien fait pour que cela évolue vers la solution à deux États ou vers la Rainbow Nation. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'ils disent, les Israéliens ne recherchent pas réalistement la paix. C'est un énorme mensonge. Ce qu'ils recherchent, c'est la terre. Ils recherchent à s'assurer du contrôle total de leur conquête de 1967, c'est-à-dire le plateau du Golan, c'est fait, la Cisjordanie, c'est pas encore fait, et Gaza, c'est pas encore fait. Et un certain nombre d'entre eux, qui s'expriment de plus en plus librement depuis pas mal de temps, réclament même plus. Il y en a qui se voient avec des segments considérables de l'Égypte, des pans entiers du Liban et de la Jordanie. Donc, dans l'histoire, bien sûr, des colonisations qui se sont imposées par la force, il y en a eu, il ne faut pas nier ça. C'est présent dans la culture générale de chacun d'entre nous. Les Américains, les
les États-Unis ont fait le grand remplacement. Hein. Le grand remplacement, ça existe et ça a fonctionné. À cela près que c'est nous qui en avons été, les acteurs, les auteurs dans toute une série de situations dont certaines sont présentes dans notre esprit. Les Américains, ils tuent ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, les Indiens de l'Amérique. Mais moi, il y a quelques années, j'étais en Argentine, au Chili, et j'ai eu une drôle d'impression. J'ai dit, mais vraiment, on se sent chez nous quand on est au Chili et en Argentine. Et puis après, j'ai vu des affiches où il y avait les Mapuches qui revendiquaient leurs terres. Et puis après, j'ai vu le balayeur qui avait une tête d'Indien précolombien. Et puis j'ai compris que l'Argentine et le Chili, ce sont jamais que des pays où la colonisation a réussi. Hein, et elle a réussi par la force. Le grand remplacement est bien sûr Nouvelle-Zélande, avec des solutions actuelles un peu moins brutales, des efforts de Rainbow Nation, mais bien sûr l'Australie, etc., etc., etc. Donc la colonisation par la force, ça a réussi, mais dans des contextes historiques très particuliers, où les forces colonisatrices avaient le vent en poupe et où les forces colonisées étaient en phase de décadence ou d'affaiblissement pour des raisons internes complexes. Or, la situation dans laquelle se trouve Israël actuellement vis-à-vis de son environnement arabe et musulman, elle est totalement opposée. Les sponsors d'Israël, c'est-à-dire les Occidentaux, les Européens et les États-Unis, ne sont pas dans une phase ascendante. Hein, c'est la Chine qui est dans une phase ascendante. Ce sont les nations du Global South qui sont dans une phase ascendante. Et donc, les sponsors militaires, politiques, diplomatiques d'Israël étant en train de s'affaiblir, et ceux qui sont opposés à cette affirmation par la force étant en train de se renforcer, je pense que l'on peut très raisonnablement dire que les décennies d'Israël sont comptées. Et à ce titre, oui, je me permets d'affirmer que je pense que dans 20 ans, il fera meilleur être fils de Palestiniens que fils de colons sauvages en Cisjordanie. Est-ce que votre optimisme, vous le cultivez aussi par rapport au regard de l'opinion publique mondiale, où j'ai l'impression que l'opinion publique mondiale, avec ce qui s'est passé là, c'est plus une niche, c'est pas des musulmans ou des militants, disons, enracinés qui ont eu accès à l'information. Et la deuxième question, c'est est-ce que cet optimisme-là, il risque pas de s'annuler dans le sens où tout le monde se dit c'est Benjamin Netanyahou, donc lui, il faut qu'on le remplace. Et donc, finalement, on va remettre toute la culpabilité et la responsabilité de ce qui s'est passé sur lui, quoi. Alors, c'est deux questions très différentes. Hein. Ce que vous avez dit est très juste et très important. On va dire que la solidarité à l'égard des Palestiniens déborde actuellement les frontières des appartenances ethniques. Il y a des tas de gens qui sont ni musulmans, ni arabes. Et alors, il faut rappeler qu'il y a on prend souvent ce raccourci, il y a des chrétiens palestiniens. Donc, la solidarité à l'égard des Palestiniens, et c'est une bonne chose, enfin déborde les frontières, les limites des solidarités ethniques ou confessionnelles. Hein. On y viendra. Il y a des différences entre la France et les États-Unis. Les communautés juives aux États-Unis sont véritablement, enfin, de mon point de vue très subjectif, merveilleuses. Ce sont des justes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se mobiliser avec une force dans des proportions malheureusement incomparables avec ce que font les gens. Il y a des héros juifs en France. Hein. Attention, il y a l'Union française des Juifs pour la paix, etc. Mais disons, le volume des manifestations, c'est une des spécificités de la France, on le verra, est très inférieur dans toutes les communautés à ce qu'il est dans le monde anglo-saxon, hein, disons. Alors oui, l'un des grands, je dis parfois, les Palestiniens qui meurent aujourd'hui par dizaines de milliers ne meurent pas pour rien, parce que Israël est même pas en train de gagner cette guerre militairement d'ailleurs, mais disons détruit, assassine, affaibli, bouge des tunnels, mais il perd cette guerre moralement, il perd cette guerre sur le terrain de la communication, c'est une évidence absolue. Il la perd à l'échelon régional. Les accords d'Abraham, les accords de normalisation avec ses ennemis arabes ne vont sans doute pas résister. Alors, il faut savoir que ces accords, ils ont été passés par des élites politiques arabes coupées des opinions publiques,
coupé des opinions publiques. Et là, la pression des opinions publiques est remontée. On voit bien au Maroc, qui est littéralement dans les mains des Israéliens, le roi, mais la population, tous les vendredis, est de façon de moins en moins contrôlée par les services du pouvoir. Elle sort dans la rue par dizaines de milliers. L'Arabie Saoudite a déjà opéré son virage. On sait que on commence à avoir des sondages crédibles dans cette région du monde. J'ai vu passer 96% des Saoudiens sont totalement hostiles à la normalisation avec l'État d'Israël. Donc les C'est ce que Israéliens, Salman veut, non? pardon. Salman, il n'a pas déclaré le fait que voilà, il dit voilà, j'attends le cessez-le-feu, mais je veux quand même normaliser les liens avec Oui, Israël. oui, personne n'a rompu complètement. Le roi du Maroc a tenu à faire savoir que s'il n'avait pas acheté des chars à Israël, c'est parce que les Israéliens n'avaient pas voulu, mais pas parce que lui, à ce jour, les chefs d'État n'ont pas renié mais ils se sont trouvés en situation de différer, de prendre en compte de plus en plus leurs opinions publiques. Il faut bien se rendre compte que les accords d'Abraham, ce sont des accords qui donnent des dividendes positifs aux élites au pouvoir, mais qui sont refusés par le cœur des opinions publiques. Donc, ils rament, ils doivent déployer un coefficient de violence politique supérieur chaque fois qu'ils veulent imposer. Alors ça vaut pour le Soudan, ça vaut bien sûr pour les Émirats. Mais bon, ces pays sont tellement artificiels, ils sont tellement noyés dans la rente pétrolière que les racines sociales des oppositions politiques sont fragiles. Mais les Israéliens ont énormément perdu. Leur plus grande perte, c'est dans l'opinion publique américaine, parce que leur plus grand sponsor, c'est les États-Unis, et ce sont bien aux États-Unis que l'espèce de monopole absolu de la représentation du conflit qu'ils avaient fuit par tous les trous. Donc ça, bon. Alors après, votre seconde question est différente. Est-ce qu'on risque de faire porter la responsabilité de cette crise? Ça rejoint une question dont on avait dit que vous vouliez l'évoquer. La société civile israélienne va-t-elle jouer un rôle Ouais. Il y a des héros en Israël. Il y a des gens éminemment respectables. Il y a des Gideon Lévy, il y a des Marchavski, il y a des manifestants. Bon, toutefois, avant que Netanyahou, il faut le dire une fois pour toutes, Netanyahou ne sert pas les intérêts de son pays actuellement. Il fait tout pour ne pas avoir à perdre le pouvoir et donc à faire face aux condamnations judiciaires qui le menacent. Donc, il a mis son pays en associant au pouvoir la frange la plus extrême du paysage politique. Il a mis son pays en danger. C'est une évidence absolue. Mais c'était la seule façon de rester au pouvoir et donc d'éviter la case prison. Donc, Netanyahou n'a pas Netanyahou a rendu plus transparent, plus explicite les contradictions de l'État d'Israël, mais il ne les a pas créées. Parce que avant Netanyahou, il y avait la gauche au pouvoir. Est-ce que la gauche a fait quoi? Quand il y avait des milliers, des dizaines de milliers de manifestants dans la rue de Tel Aviv, qu'est-ce qui réclamait la limitation des pouvoirs judiciaires non, il s'opposait à la limitation du pouvoir judiciaire que voulait faire passer Netanyahou. Mais on ne les entendait pas défendre les Palestiniens. On ne les entendait pas lutter contre la colonisation. C'est ça le gros problème de la gauche israélienne. C'est qu'elle a fait un sionisme acceptable, un sionisme propre, un sionisme qui disait non, nous sommes laïcs. Alors évidemment, Netanyahou, il est arrivé après, il a dit nous sommes le peuple des Lumières, nous combattons le peuple des ténèbres. Ça fait pas chic sur la scène internationale. Il a laissé s'exprimer le racisme sectaire de ses colons à l'état pur. Mais structurellement, la dynamique qui empêche la paix en Palestine et la solution à deux États, qui est la dynamique de colonisation, la gauche ne l'avait pas freinée. Et donc, l'idée qui suffirait d'enlever Netanyahou et de remettre des sionistes propres sur eux et sachant communiquer de façon plus fonctionnelle avec l'Occident, j'ai peur que ça soit un piège. C'est structurellement que l'État d'Israël pose un problème. À moins que, après, c'est pas à nous de le dire, mais si un jour les Palestiniens disent on accepte la solution des deux États, à moins que Israël ait la force de faire marche arrière sur le processus de colonisation,
tel qu'il est entrepris depuis 1967. Mais ça, c'est des décisions politiques très, très lourdes de conséquences. C'est des déplacements de dizaines de milliers de populations. Hein. Donc, moi, je dirais pas comme ça. Je pense pas qu'il y ait un risque qu'on ait fait porter, qu'on se contente de déposer Netanyahou, parce que si on se contente de déposer Netanyahou, on aura une communication israélienne plus sophistiquée, mais structurellement, on aura toujours les mêmes problèmes. Veulent-ils la paix ou veulent-ils la terre? Est-ce que, si je vous comprends bien, vous dites que finalement, l'idée du sionisme, enfin la normalisation de l'idée sioniste, traverse tout l'échiquier politique israélien? Que ce soit la gauche, la droite, Ah oui, bien c'est vraiment sûr. une idée normalisée. Ok. Oh oui, bien sûr. Mais sinon, vous prenez votre valise et vous rentrez chez vous, parce que chez vous, pour une grande partie des Juifs, c'est la France, les États-Unis, l'Irlande, etc., etc. Oui, il y a une contradiction. On commence à savoir ce qui s'est passé en 48, des massacres absolument épouvantables, une violence barbare qui s'est exercée pour déplacer 800 000 personnes de leurs appartements. On commence à mieux connaître maintenant les conditions historiques du partage de la Palestine et on sait bien qu'il y a une contradiction énorme. Maintenant, moi, c'est pas à moi de juger si un jour la population palestinienne dit bon, eh ben oui, d'accord, ça a été très dur, mais on imagine des compensations et on revient aux frontières de 67. Ben moi, je me féliciterais parce que il est évident que l'histoire a été faite de déplacements massifs de population, parfois par la violence, et puis que des fois on a tourné la page, d'accord? Mais je ne pense pas qu'on puisse normaliser complètement maintenant ce que l'État d'Israël veut nous demander de normaliser en tant que nous sommes ses sponsors militaires et diplomatiques au regard du monde. Alors, retour en France, euh, après le 7 octobre, on pourrait objectivement dire qu'il y a un relais médiatique politique qui tient globalement un discours pro-israélien, qui tenait en tout cas. Comment expliquer ça rationnellement et quelles sont les convergences d'intérêts Oui. de ces élites Question essentielle. Alors, petite nuance, la France a toujours eu un discours, enfin, sauf peut-être 67 de Gaulle, mais depuis au moins une décennie et plus, la France avait un discours systématiquement favorable, très unilatéralement à Israël, d'accord? La façon, on y reviendra, les élections qui ont porté le Hamas au pouvoir ont été piétinées par la communauté internationale qui les avait financées et supervisées, etc., etc. Mais il est très important qu'on comprenne ce qui fait de la France un cas un peu unique et ce qui fait que le rapport de force pro-israélien a évolué de façon drastique, spectaculaire en faveur d'Israël au cours des 4 ou 5 dernières années. Il y a deux fonds de commerce au sens noble du terme pour le soutien des Israéliens. Il y a un fonds de commerce positif, je dirais. Il est lié aux circonstances historiques que l'on connaît bien. C'est que nous avons tous une mauvaise conscience énorme parce que nous savons bien que les crimes des nazis, ils auraient peut-être pas pu les commettre aussi facilement si nous n'y avions pas été associés avec une bonne volonté étonnante. Vous voyez, je vous parle depuis Aix-en-Provence. Je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça visiter le camp des Milles. Le camp des Milles, il faut savoir que quand les Allemands n'occupaient pas la zone sud de la France, les Français se hâtaient d'anticiper leur volonté d'arrêter les Juifs, de les mettre dans des camps de concentration pour les déporter vers des camps qui étaient encore plus graves que ça. Donc, il y a le mot fonds de commerce est péjoratif, donc je le retire. Il y a une raison objective au soutien des Israéliens, c'est cette dette de mémoire qu'une grande partie de la population a à leur égard. Mais, et là, on entre sur un terrain qui est beaucoup moins beau. Qui combattent les Israéliens? Les Israéliens combattent on oublie les chrétiens, des Arabes et des musulmans. Voilà le second fonds de commerce du soutien à Israël. Et auparavant, tous ceux, disons, les spécialistes de la haine raciste de l'arabe et du musulman, c'était l'extrême droite en France. Hein, la droite dure, l'extrême droite. Mmh. Mais la droite dure et l'extrême droite ne pouvaient pas soutenir Israël. Pourquoi? Parce qu'elle était taxée, pas à tort, d'antisémitisme. Donc une grande partie,
je reprends l'expression du fonds de commerce potentiel du soutien aveugle à Israël, ne pouvait pas être mobilisé. Je dirais, à la limite, les Israéliens n'en voulaient pas. Et on a vu, ça s'est produit dans des manifestations. On ne veut pas que le Front National vienne soutenir Israël. Eh bien, c'est cette page-là qui a été tournée de façon très, très, très spectaculaire. C'est-à-dire que maintenant, le camp du soutien aveugle à Israël est composé de tous les soutiens classiques, une partie des chrétiens, une partie une grande partie de la droite, des pans entiers du PS, qui a toujours été très sioniste. Mais à ces forces politiques classiquement alliées à Israël sont venues s'ajouter des forces politiques qui, comme par hasard, sont en pleine ascension et qui sont toutes les forces d'extrême droite, de droite dure et d'extrême droite. Pourquoi? Alors, je vais employer des formules très dures, mais les Israéliens font à certains égards ce dont les forces d'extrême droite, ce que les forces d'extrême droite rêvent de faire. C'est-à-dire? Ce qu'elles regrettent de ne pas avoir été capables de faire dans les situations coloniales, tout particulièrement algériennes. C'est-à-dire de s'imposer encore et encore, comme on l'a fait dans la conquête, comme on l'a fait dans une partie de la guerre de libération, de continuer à passer en force, en s'imposant purement et simplement de façon militaire. Donc je dirais qu'Israël, aux yeux d'une trop grande partie des Français, conduit la proxy war, la guerre par procuration, que eux, sans oser trop nettement le dire, rêvent de mener. Et je n'invente pas, puisque les Israéliens, la rhétorique de la propagande israélienne a toujours consisté à corréler les Palestiniens aux méchants Arabes dont nous avons vocation à nous séparer. Bien sûr, événement essentiel, les épisodes terroristes qui ont touché la France, disons, pour ne citer que les principaux, 2015, le Bataclan. Non, ça n'a pas touché la France, mais dès le 11 septembre 2001, souvenez-vous, on s'en souvient pas assez, Sharon déclare au monde, vous avez Ben Laden, nous avons, et attention, il va pas dire nous avons Ismaël Haniyeh ou le Hamas, il dit nous avons Yasser Arafat. Donc déjà, il veut que nous identifions toute forme de résistance palestinienne, y compris celle qui a avalé son chapeau, qui a fait des concessions massives dans les accords de Camp David, on veut les associer au terrorisme islamique. Et après, sans arrêt, Netanyahou va nous dire, vous savez, dans vos banlieues, vous avez le même problème que nous. Et ça, je dirais que c'est une grande victoire, une très grande victoire de la propagande israélienne. C'est-à-dire que, à la limite, Israël est arrivé à faire corréler non pas la résistance palestinienne, mais tous les Palestiniens, puisqu'ils ont élu le Hamas à des adeptes de Daesh. Et ça a fonctionné. Et donc la nouveauté en France, c'est que le front de ceux qui soutiennent, c'est que la défense inconditionnelle d'Israël surfe la vague d'islamophobie, surfe le tsunami d'islamophobie qui traverse la France. Petite précision. Il m'arrive de parler d'islamophobie. On parle beaucoup d'islamophobie. Ce mot est important, mais attention, il cache une partie de la réalité. En France, la société française ne stigmatise pas sur le mode du racisme et de la discrimination que les musulmans. Parce que si vous appartenez à une société subsaharienne de culture non musulmane, vous êtes de la même manière discrédité à l'emploi, au logement. Si vous êtes un black d'Afrique black, vous êtes discriminé au logement, à l'emploi, et de toutes les politiquement. Rentre chez toi en Afrique, comme l'a dit un député du Rassemblement national à un député français d'origine africaine. Vous êtes discriminé à peu près autant que si vous êtes musulman. On va juste dire que l'islam, ça rajoute, on y viendra peut-être, l'islam, ça rajoute une couche d'allogénéité à l'étranger. Un étranger, un arabe, c'est pas terrible. Mais un arabe qui, en plus, est musulman, on a franchi une étape supplémentaire. Donc, le front de ceux qui défendent Israël aveuglément et qui sont prêts à tolérer les pires débordements de la violence répressive, eh bien,
ils sont composés, je dirais maintenant, majoritairement de de ce tsunami islamophobe et xénophobe qui traverse la France en écho au processus de décolonisation. On y viendra peut-être. Moi, il y a un truc qui m'échappe, c'est finalement, par exemple, prenons le cas de la France, on peut remarquer que l'opinion publique va à l'encontre, en tout cas pose des questions et va à l'encontre de ce discours pro-israélien. Et je me dis, mais quel est l'intérêt d'un État comme la France de tenir ce genre de discours alors que sa propre opinion publique euh, n'est pas, enfin, il va à l'encontre le discours va à l'encontre de l'opinion publique et je me dis, mais quel est l'intérêt? Ça fout le bordel à l'intérieur, ça fout une méfiance, entre guillemets, des citoyens à l'encontre du système politique. Je comprends pas. J'aimerais que vous ayez raison, j'aimerais que vous ayez tort, mais je pense que vous n'avez pas raison. Je Ok, pense qu'il est très difficile de dire maintenant qu'une majorité de l'opinion publique est favorable aux Palestiniens. d'accord. Parce que précisément, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, je pense que la propagande israélienne est arrivée. Les Français ne défendent pas, ne sont pas pro-israéliens. Les Français ne sont pas pro-Netanyahou. Les Israéliens sont anti-Hamas. Les Français sont anti-Hamas, sont anti-islamisme, sont anti-frères musulmans. Et je ne pense pas, j'espère être contredit, je pense pas qu'actuellement, un sondage disant pensez-vous qu'Israël a raison de vouloir détruire le Hamas infirmerait la position, la légitimité des Israéliens. Non, malheureusement, je pense que c'est en train d'évoluer. Alors, pourquoi ça évolue pas si facilement que ça? Parce que la propriété des médias est telle que les médias, il y a eu une excellente enquête du monde diplomatique le mois dernier à laquelle je vous invite à vous reporter. On y apprend que les médias en France sont, alors, petite exception, les médias catholiques, le groupe Le Pèlerin. Donc, il y a deux, trois organes de presse, La Croix, etc., qui sortent des deux catégories. Mais les médias en France sont la propriété soit de franco-israéliens, Drahi, avec Libération, Europe 1, je vais me tromper, BFM TV, une longue liste de médias très, très, très influents, soit catégorie Bolloré, c'est-à-dire gens d'extrême droite. Mais dans les deux cas, ils appartiennent à ces deux camps qui nourrissent, pour des raisons sensiblement différentes, mais avec un résultat identique, la vague de xénophobie anti-arabe ou anti-musulmane qui traverse le pays. Donc, le français moyen qui ne fait pas l'effort de se lancer, mais c'est pas facile, dans le maquis des réseaux sociaux, parce que la complosphère ou l'extrême droite, elle est extrêmement présente dans les réseaux sociaux. Elle a même infecté Wikipédia, même des sources d'informations qui seraient réputées objectives sont sous contrôle. Donc, celui qui n'a pas de relais, qui ne fait pas des efforts d'information, il est soumis à un tel lavage de crâne. Je faisais la remarque l'autre jour, mais remarque entre mille, la plainte devant la CPI, quand la défense israélienne est passée devant la CPI, la La Cour CIG. internationale de justice, Mm. CIJ, on était informé en temps réel. On n'a pas raté une minute de la défense israélienne. Quand il y a eu l'acte d'accusation de l'Afrique du Sud, nos médias ne relayaient pas, etc., etc., etc. J'ai été moi-même confronté à la perte totale de la déontologie, de l'Express, de Libération, les deux seuls journaux à qui j'ai accepté de parler parce que il y a eu des précédents où ils avaient été un tout petit peu plus. Et bon, Monsieur Simon Blin de Libération, pour ne pas le citer, a travesti très grossièrement ce que je lui ai dit à propos du Hamas. Et sa collègue Alix L'Hôpital, ça me fait plaisir de la citer, de l'Express, a titré Burga, l'idiot utile du Hamas. Alors que j'avais très longuement expliqué dans des termes voisins de ceux que je suis en train d'employer maintenant, mais notamment j'avais dit, vous savez, la Palestine pour moi, c'est pas un combat théorique, c'est un pays que je connais, j'y suis allé, les dirigeants du Hamas, je les ai rencontrés, j'ai fait des conférences aux militants. Donc quand je m'exprime, c'est pas seulement sur des positions idéologiques, tout ça disparaît complètement. Et tout ce qu'on veut, c'est que j'ai exprimé du respect. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette phrase, mais littéralement, cette phrase n'était pas très très dangereuse puisque j'ai dit j'affirme que j'ai infiniment plus de respect
pour les dirigeants du Hamas que je n'en ai. Sous-entendu, j'ai du respect pour les dirigeants israéliens, mais j'en ai un peu moins. Donc, vous voyez, c'était pas très, très méchant. J'ai Mmh. juste dit, j'ai un petit peu plus de respect pour le camp palestinien que pour le camp israélien. Eh ben, on m'a traîné dans la boue, mais de façon absolument inimaginable. Et j'ai cru, quand Simon Blin de Libération me dit, je veux entendre de votre bouche, eh bien non. Et bon, et la raison, c'est quoi? C'est que quand vous avez un propriétaire d'un journal et un rédacteur en chef qui sont tous deux israéliens, et il suffit pas de dire ah oui mais un Israélien de gauche, mais ça ne change rien. Ça fait trop pour qu'un journal puisse avoir la colonne vertébrale suffisamment rigide pour traiter. Oui, on peut avoir du respect pour les leaders de la résistance palestinienne, comme on a pu en avoir pour les leaders de la résistance algérienne. Ça n'a pas empêché que les leaders de la résistance algérienne, le FLN, ils ont mis des bombes dans le Milk Bar et qu'un ou deux enfants ont été blessés ou tués. D'accord, mais ça ne change pas la formule de notre appréciation sur un mouvement de résistance lorsqu'il y a une occupation militaire. Bon, ben, les médias français, je dirais, bon, allez, Mediapart, Politis, Arrêt sur image, le média, et puis on a fait le tour. Tout Mmh. le reste, c'est absolument terrifiant. Toutes les chaînes, y compris, bien sûr, France Culture et France Inter. Moi, j'ai énormément d'exemples. J'ai pas toujours été complètement exclu des radios de service public, mais tout à l'heure, on parlera peut-être du Hamas, mais c'est un exemple parmi mille. En 2006, je rentre de Gaza. Et ce qui m'avait frappé, on disait les femmes sont obligées de vendre leurs bijoux d'or pour pouvoir manger. C'était ça la situation. C'était le début de l'embargo. On était en 2007. Embargo terrible. Ils ont arrêté tous les élus. Mmh. Et la journaliste de France Culture, parce que France Culture a toujours été un porte-voix de la vision israélienne, et malheureusement France Inter également. Et c'est encore pire maintenant. Et la journaliste de France Culture voulait me faire dire quelles étaient, selon moi, les relations entre le Hamas et Al-Qaïda. C'était le prisme d'analyse. Hein. On Mmh. voulait que soit assimilée la résistance de ce mouvement qui venait d'être élu démocratiquement à l'Assemblée législative, qui était réprimée à la fois par l'Europe, les Israéliens et l'autorité palestinienne. Il fallait qu'on l'assimile à Al-Qaïda. Eh bien maintenant, tous ces Français qui sont prêts à comprendre, qui ont envie de comprendre, c'est pas trop facile pour eux. Heureusement, il y a quelques grandes voix en France. Et je pense qu'il faut citer Mélenchon. Moi, j'ai des tas de désaccords avec Mmh. Mélenchon parce que la lecture qu'il a fait du conflit syrien était, à mon avis, complètement à côté de la réalité. Il était dans le logiciel euh, tout ennemi d'Israël est forcément un bon leader arabe. Et non. Il y a des situations plus compliquées que ça. Mais disons, Mélenchon fait un sans faute sur la crise israélo. Et bien sûr, Dominique de Villepin fait actuellement un sans faute. À quelques nuances près. Parce que ceux qui font un sans faute se croient obligés. Ils pensent que pour avoir le droit de nuancer la vision dominante, il faut cracher sur le Hamas, il faut criminaliser le Hamas à fond, complètement, en faire Mmh. un monstre. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que la réalité se situe à un autre niveau. Alors, peut-être pour fermer ce petit volet-là, vous, par exemple, vous faites un peu dézinguer, hein, par certains médias. On dit que vous êtes un peu ou islamophile ou pro-Hamas. Il y a plein de enfin, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est qu'il y a des j'en discute et parfois j'en discute des invités et cetera pour, que j'invite et cetera Et là, et vous avez prononcé mon nom et il y en a qui ont sauté au plafond en disant tu vas exactement, inviter une épouvantable exactement. islamiste. Oui, bien sûr, je suis habitué à ça. Moi, j'ai deux casquettes, enfin, qui se superposent très, très, très logiquement. C'est que mon premier objet, bon, donc, je suis chercheur au CNRS, je ne le suis plus, hein, je suis à la retraite. Mais donc, j'ai été toute ma vie chercheur au CNRS et mon objet principal d'analyse, c'était cette génération politique qui, à partir des années 70, euh, Mmh. a commencé à émerger, qu'on appelait les islamistes, bon, et qui ont progressivement envahi les scènes politiques du monde arabe. Donc tous les 5 ans, mes collègues annonçaient que c'était la fin de l'islam politique, les islamistes étaient battus, ils avaient perdu, les femmes ne les aimaient pas, les militaires ne les aimaient pas, les Kabyles ne les aimaient pas, les jeunes ne les aimaient pas, les vieux les aimaient encore moins, etc. Et depuis 40 ans, j'entends ces mêmes prévisions de disparition des islamistes, et les islamistes, au contraire, ils se sont diversifiés, mais ils sont toujours là et ils se portent bien. Et la caractéristique de ma posture, c'est que j'aime pas qu'on dise que j'ai soutenu ces courants. J'ai soutenu une approche rationnelle de ces courants. J'ai dit attention, c'est pas parce que quelqu'un dit Bismillah
qu'il faut boucher vos oreilles, ne pas écouter la suite. S'il dit Bismillah, je vais te casser la gueule, il faut avoir peur. S'il dit Bismillah, j'ai une conception différente de mon appartenance religieuse que vous et nous pourrions peut-être en discuter, on va en discuter, d'accord? Donc, moi, tout mon travail, 4-5 livres de suite, ça commence par l'islamisme au Maghreb, c'est le sous-titre qui est important, la voix du Sud. Je dis attention, les mecs qui nous parlent musulmans, en gros, c'est la voix de nos interlocuteurs de la phase post-coloniale. Et alors j'ai employé cette formule qui me colle toujours au basque, mais que je renie absolument pas. J'ai dit, l'islamisme, c'est le 3e étage de la fusée de la décolonisation. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que j'ai voulu dire? La rupture décoloniale, la rupture avec la colonisation, s'est opérée, pas de façon simplificatrice et mécanique, mais à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'Algérien qui nous dit « Je ne veux plus de drapeau français chez moi, tu m'excuses, tu le remportes, le mien a pas la même couleur. » C'est la rupture politique. Le deuxième niveau, c'est Monsieur le Britannique, tu as emmené les clés du canal de Suez, tu continues à contrôler le canal de Suez. Et Monsieur le Français, tu es resté dans le sud de l'Algérie, tu continues à contrôler les ressources pétrolières. Tu vas me rendre le contrôle sur mes ressources économiques. C'est l'ère des nationalisations. C'est un second niveau dans la rupture décoloniale. Et il y en avait un troisième. Et ce troisième-là est plus complexe à comprendre, est plus complexe à mesurer, est plus complexe à gérer rationnellement. Ce troisième niveau, c'est je vais progressivement me séparer des catégories sémantiques et analytiques que tu m'avais imposées comme étant les seules, attention, je vais jargonner, les seuls à pouvoir exprimer l'universel, les seuls à pouvoir faire avancer la machine, les seuls à pouvoir nourrir le progrès. Non, je vais revenir au lexique de la culture héritée de mes ancêtres. Et moi, le lexique hérité de la culture de mes ancêtres, nous, on était, et on est toujours musulmans, c'est le seul compartiment de notre identité que vous n'avez pas réussi à éradiquer. Ben nous, on va parler musulman. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les tiroirs de notre patrimoine musulman les solutions, les expressions pour décrire et les solutions pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, tant à l'intérieur de nos sociétés qu'à l'extérieur. Et ça, il faut bien comprendre que ce troisième étage-là, ce troisième niveau de rupture, on l'a jamais encaissé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, nous considérons comme illégitimes les acteurs politiques de la scène internationale qui emploient le lexique qui n'est pas celui dont nous croyons avoir le monopole. Je vais prendre un exemple dont je pense qu'il est très éloquent. Pourquoi le Canard enchaîné, ce bastion français des vieilles gauches anticléricales, en est-il arrivé, en est-il tombé si bas qu'il s'exprime maintenant très régulièrement sur la même ligne qu'aux valeurs actuelles? Pourquoi? Je vais faire un petit détour. Ce que j'ai écrit sur l'islamisme, moi, ma seule chance en tant que chercheur, c'est que grâce au CNRS, grâce au ministère des Affaires étrangères, j'ai vécu 24 ou 25 ans dans cette société. Donc, je parle pas de théorie fumeuse, je rends compte des interactions que j'ai eues avec les acteurs. Dans une langue que j'ai fait l'effort d'apprendre, ce qu'ont fait très, très, très peu de mes confrères ou consoeurs. L'un de mes interlocuteurs, l'un de ceux à qui je disais « Bonjour, mon cher monsieur, vous êtes classé aujourd'hui islamiste. Or, quand vous étiez petit, vous étiez classé gauchiste. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça vous est arrivé et pourquoi ?» Ça a été vraiment mon mode de fonctionnement pour comprendre ce que ça voulait dire islamiste. Et l'un d'entre eux, qui n'est pas très, très célèbre, mais qui est connu, qui est un magistrat égyptien qui s'appelle Tarek al-Bishri, qui est un auteur prolixe, qui est décédé maintenant, il m'a beaucoup marqué, c'est un peu à lui que j'ai emprunté la structure de cette chronologie de l'historicité islamiste. Il m'avait dit la chose suivante. Il m'avait dit, vous savez, François, pendant tout le temps où on défendait nos intérêts nationalistes, nos intérêts anti-impérialistes, Britanniques, cassez-vous, Britanniques, rendez-nous le canal de Suez, etc., etc. Tant qu'on employait pour s'exprimer la terminologie des idéologies plus ou moins importées de l'Occident, que ça soit à titre principal l'idéologie marxiste, qui a beaucoup servi, bien sûr, pour critiquer la présence coloniale, mais même les idéologies libérales occidentales, droits de l'homme, etc., etc. Tant qu'on employait ce lexique,
nous avons toujours eu une partie des sociétés occidentales qui nous défendaient. Ça pouvait être les communistes, ça a longtemps été les communistes, mais ça pouvait être aussi les chrétiens. Ça pouvait être les libéraux hors appartenance politique. Mais dès lors que nous avons commencé à, ouvrez les guillemets, parler musulman, fermez les guillemets, il ne s'est plus trouvé un seul segment des sociétés occidentales pour accepter de nous considérer comme des acteurs politiques rationnels. Bon, moi, à tort ou à raison, c'est pas, je dirais, j'ai eu la chance parce que j'ai séjourné très longtemps dans les sociétés concernées de comprendre qu'il n'y avait rien de pathologique, de grave, de désespéré dans ce besoin des sociétés de renouer avec le lexique de la culture qui avait été obéré par la présence occidentale. Que le fait de parler musulman, c'était pas systématiquement dangereux pour le fond commun de valeurs humanistes, qu'on pouvait parler musulman sans pour autant rompre avec les valeurs universelles. Et donc, ma première casquette, c'est il est celui qui ne criminalise pas comme tout le monde des islamistes. Et ça passe pas. J'y suis habitué, ça m'a valu des trésors d'hostilité, mais disons, j'y ai survécu. J'y ai survécu parce que je suis de moins en moins seul, parce que je pense que toute une génération, je pense pas être isolé dans la sphère académique. Une partie de mes collègues considèrent que je suis un peu trop exubérant, que je devrais pas m'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça, vous entendrez assez facilement. Mais vous allez voir des chercheurs bien sages, bien gentils, bien discrets, vous allez ausculter leur travail, vous allez voir que nous ne sommes pas en rupture sur le plan méthodologique. Je dirais que les chercheurs les plus médiatisés, on ne va en citer que 2 ou 3, Gilles Kepel, Bernard Rougier, plus récemment Florence Bergeau-Blaclair, ont une assise médiatique totalement hors de proportion avec leur reconnaissance académique. D'accord ? Donc, je suis pas complètement seul dans le terreau académique. Et évidemment, j'ai des signes de reconnaissance de l'étranger. Je suis pas prophète dans mon pays, mais je suis respecté par ceux qui considèrent que ce que je dis est bon. Et alors, cette casquette de ne pas être hystériquement hostile aux islamistes, pour faire simple, fait que très logiquement, quand la résistance palestinienne a pris une casquette qui a fait d'elle un acteur de l'islam politique régional, oui, j'ai été au petit nombre de ceux qui ont refusé de criminaliser le Hamas. Et encore une fois, je l'ai fait d'autant plus naturellement que je ne parle pas que de théorie, que les leaders du Hamas, je les ai rencontrés, là, dans mon téléphone, je vais vous dire un secret. Ça ne sera plus un secret. Je me suis entretenu il y a très peu d'années avec un leader du Hamas et je lui ai dit, si vous aviez un message pour le président Macron, que lui diriez-vous? Alors, je l'ai pas encore publié. C'est un message d'une infinie banalité, mais je vais le publier pour vous dire que, et puis j'ai fait des conférences aux militants du Hamas. Gaza, j'y étais en 2019, j'ai parlé devant un auditoire de 250 personnes, mais évidemment en langue arabe. Et je sais que l'organisateur de la conférence, bon, je vais faire une crise d'immodestie. Mais je crois que c'est important qu'on comprenne ça. L'organisateur de la conférence, il a dit, vous avez vu, Monsieur Burga, l'orateur précédent, là, celui qui a l'anglais, là, qui a parlé. Vous avez vu comment personne n'écoutait. Et il y avait une traduction, mais personne n'écoutait, parce que de toute façon, la traduction, ça se passe mal. Personne n'écoutait. Alors que moi, quand je m'exprimais, il n'y avait pas une mouche qui volait dans la salle. Et j'ai quand même eu des interactions avec les militants du Hamas, y compris le leadership, à Gaza, en Jordanie, en Syrie, en Turquie. Donc, je sais un petit peu quand même de quoi je parle. Donc, évidemment, c'est pas un hasard si ceux qui considèrent qu'il faut la propagande israélienne a besoin de continuer à puiser dans ce réservoir sans fin de la criminalisation à l'émotionnel des acteurs politiques qui parlent le lexique musulman, eh ben, je suis une cible. Alors, on me fait l'honneur, effectivement, de me considérer comme une cible privilégiée. Mais bon, on a essayé X fois de me faire virer du CNRS. Quand j'ai été nommé directeur de recherche, l'association des patrons et des professionnels juifs de France, un petit groupuscule manipulé par les services israéliens, a demandé au ministre ma radiation de la fonction publique.
et des manœuvres de ce genre, j'en ai des cartons entiers. Et des menaces, j'en ai des piles entières. La dernière, là, il y a 3 jours, c'était le Mossad au Ratapo. Enfin, on est sur ce registre-là. C'est pour ça que quand j'entends dire certains de mes collègues que nous sommes menacés par les islamistes, mais moi, le volume de menaces de mort que je reçois, il est incomparablement supérieur. Eh bien, disons que oui, je continue parce que je suis soutenu par des gens pour qui j'ai le plus grand respect à l'intérieur du tissu français, même si eux-mêmes ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont... vous savez qu'actuellement, un like sur Facebook, ça peut faire dissoudre votre association. Hein, un post sur Twitter peut servir d'argument pour faire dissoudre votre école, etc., etc. Donc, un grand nombre de gens qui ont une grande sympathie pour ce que je dis savent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes le dire. Et moi, oui, je suis à la retraite. Peut-être qu'un jour, je stopperai une cartouche de chevrotine, j'en sais rien. Mais disons, pour moi, ça serait une très belle mort. Non, on n'en est pas là, hein, je dramatise pas. Mais disons que ce que je subis comme attaque, comme harcèlement, et c'est parfois très dur à porter, surtout quand on sort de la sphère des réseaux sociaux. Là, les attaques contre moi, c'est pas les réseaux sociaux, c'était 90% de la presse la plus noble, entre guillemets, France Culture, France Inter. Lorsque Patrick Cohen dit François Burgat a accroché une cible dans le dos de sa collègue, on m'accuse donc de mettre en danger la vie de mes collègues. C'est très dur à supporter. Et encore une fois, c'est pas que les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, je tiens bon et j'espère tenir bon encore quelques années. Vous pensez quoi du livre sur les frères musulmans de Florence Bergot-Blaclair? Il a fait quand même Bon, pas il mal. faudrait une émission spéciale. Ok. Non, mais je vais dire en une phrase quand même. C'est un ouvrage qui donne une base logique, juridique, éthique à la stigmatisation de toute une catégorie de musulmans. D'accord? Chronologiquement, en France, l'État a stigmatisé, réprimé, discriminé une petite frange des musulmans, ceux qui vraiment criaient Allahu Akbar tous les matins et qui évoquaient la possibilité de passer à l'action armée, on va dire les djihadistes. Et c'était pas complètement illégitime. Et puis après, on a élargi la sphère. On s'en est pris à tous ceux qui ont donné à la religion une place un peu envahissante. Comme un moine chez nous. Il est irrigué par sa religion. Il veut que ça se sache. Donc, il a des codes vestimentaires et comportementalistes. Bon. Mais ce type-là n'est pas forcément un révolutionnaire. Mais c'était too much. Donc, on a englobé tous les salafis dans la sphère de ceux qui étaient légitimement stigmatisés. Ensuite, ça suffisait pas. Donc, on s'est mis à englober la sphère qu'on va appeler fréristes, des frères musulmans. Ça me choque pas le mot frériste, on peut l'employer. Les frères musulmans, ce sont des gens qui, à l'opposé des salafistes, sont pour un travail de conceptualisation, de contextualisation de la norme religieuse aux exigences de la culture locale. Ce sont des gens qui ont fait évoluer considérablement l'expression normative de l'appartenance à la religion musulmane et qui se sont adaptés à la compétition électorale, au pluralisme de très longue date. Ce sont des gens avec lesquels nous n'avons aucune raison d'être en compétition autre que légale et légitime dans l'arène politique. On les a englobés, mais ça suffisait pas. On est allé plus loin. J'aime pas, enfin, le nom de Tarek Ramadan est devenu un nom complexe à manier parce qu'il s'est discrédité, et encore, jusqu'à un certain point, avec l'affaire que vous savez. Mais Tarek Ramadan, au bout de 30 secondes, vous disait toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas frère musulman. Il se pensait à l'extérieur de la foi. Eh bien, Tarek Ramadan a été englobé. Je dirais, il est même devenu la cible privilégiée du travail de stigmatisation parce qu'il avait un inconvénient, Tarek Ramadan. Il était 14 000 fois plus intelligent et convaincant et éloquent que Chalroumi. Nous, on préfère l'analphabète qui bafouille avec un petit chapeau. Non, Tarek Ramadan, il était champion de tennis, il parlait extrêmement bien plusieurs langues. Mais on s'est pas arrêté là. Le Bondi Blog, dans les travaux de Rougier, bon, il y a eu Keppel, Rougier, Bergeau-Blaclair, on va dire les trois étapes, même si
Keppel souffrirait certainement d'être comparé à Bergeau-Blaclair, qui a un tir en dos bien moindre que lui-même, mais tant pis. Euh, on s'en est pris au Bondi Blog. Le Bondi Blog a été considéré comme salafiste. Hein. Et puis, bien sûr, je dirais toute la société civile, Marwan Mohammad, on a dissous le CCIF, hein, le centre qui luttait avec des moyens légaux contre l'islamophobie, qui donnait aux musulmans des moyens pacifiques, judiciaires, hein, de résister à la stigmatisation. Eh bien, Bergeau-Blaclair, elle a apporté la brique finale. Et pour résumer l'ouvrage de Bergeau-Blaclair, si vous googlez un petit peu définition du frérisme par Bergeau-Blaclair, c'est une citation de Florence Bergeau-Blaclair. Elle dit, on lui dit, je ne sais pas à quelle question elle répond, mais elle dit, il y a 20 ans, je pense qu'il était possible d'être musulman sans être frère musulman. Hein, enfin, sans être frériste, hein, comme je l'ai dit. Mais de nos jours, je pense plus que ça soit possible. Répétez 10 fois cette phrase. Répétez 10 fois cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand on est musulman, on est forcément un membre de cette catégorie dont pendant 350 pages, je vous ai expliqué qu'ils sont totalement incompatibles avec la République. Voilà, tout est dit. Donc, l'ouvrage de Florence Bergeau-Blaclair, c'est la cerise sur le gâteau d'une dynamique qui remonte même pas à Keppel, à Bernard Lewis, qui est le problème n'est pas explicable par les contingences sociales, sociopolitiques, militaires de la vie sur Terre. Non, il y a un problème dans le Coran. Il y a une ou deux sourates. Faudrait, vous voyez, faudrait couper quelques sourates. Faudrait qu'ils se réforment, hein, pour qu'ils deviennent fréquentables. Et ça, c'est évidemment une théorie qui est très, très populaire parce qu'elle nous exonère. Chaque fois qu'une théorie explicative de la violence terroriste, de la violence dans le monde, se concentre sur l'appartenance religieuse des acteurs ou sur l'appartenance culturelle des acteurs, elle a un avantage énorme. Elle nous exonère de toute responsabilité. Alors que si on explique cette violence avec un lexique politique, c'est parce que le mec, il pense qu'on n'aurait peut-être pas dû et il estime que on est sur le terrain politique, ça a une conséquence, on a nécessairement une part de responsabilité. Ça, c'est intolérable. Donc, bien sûr, on adore en France le primat de l'explication idéologique. On adore le primat de la stigmatisation des opposants. Les Israéliens voudraient que l'on croie que le Hamas résiste parce qu'il y a une sourate du Coran qui est vraiment mauvaise. D'accord? Alors que le Hamas résiste parce qu'ils sont occupés. Il y a des tensions dans la société française, pas parce qu'il y a des musulmans, mais parce qu'il y a des mécanismes de stigmatisation, de discrimination liés à la difficulté qu'a la France à sortir de l'ère de son hégémonie coloniale. Dernier petit chapitre, c'est vous me faites la transition. On vous a parlé du Hamas. C'est quoi en fait le Hamas concrètement? Quand on avait discuté de vive voix pour cerner le contour de cette conversation, alors là, je vais assumer un truc pour choquer un peu tout le monde. Je critique Macron sur à peu près tout, sauf quand il demande de connaître les questions à l'avance dans une conférence de presse, parce que je suis dans son camp. J'estime que ce qui serait très grave, c'est que Macron dise « Ah non, 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 cette question, je ne veux pas la traiter ». Mais qu'on laisse à un orateur public, dans des circonstances particulièrement importantes, le droit de tourner la phrase 2 minutes dans sa tête, c'est pas si grave que ça. Donc, quand on avait discuté, vous m'aviez dit quelle est la différence avec Daesh, et je m'apprêtais à vous répondre. Je vais me moquer un peu de vous parce que le seul fait que vous corréliez le Hamas avec Daesh montre que vous n'avez pas été totalement imperméable à la propagande israélienne. Parce que la propagande israélienne, c'est justement de transformer toute résistance, y compris la plus légaliste, y compris la plus laïque, puisque, encore une fois, Sharon voulait assimiler Arafat hein, à Ben Laden, c'est de l'assimiler au pire à Daesh. Alors, un point. Est-ce que Daesh, c'est des terroristes? Est-ce que Daesh, c'est des sales mecs? Réponse, oui. Oui. Pour condamner Daesh, je n'ai pas besoin ni de nuances, ni de réserve,
ni de contextualisation. Mmh. Simplement, je vais introduire une nuance. Daesh a pratiqué deux violences. Il a pratiqué une contre-violence face aux institutions étatiques qui martyrisaient la communauté sunnite. Cette violence doit être analysée dans son contexte, mais aussi, il s'en est pris. Il se trouve que j'ai de la chance, mais je suis allé me promener au fond de l'Irak chez les Yézidis. C'est un voyage dans le temps. Vous arrivez au Moyen Âge, hein, mais Daesh a martyrisé les Yézidis au nom de leur appartenance religieuse. Donc Daesh s'est comporté sur. Alors puis Daesh a assassiné les homosexuels, etc., etc. Donc Daesh a pratiqué une violence sectaire totalement inacceptable, avec laquelle même le mieux disposé des analystes islamo-gauchistes tels que je représente ce courant ne négocie pas. D'accord? La caractéristique de Daesh, elle est double. D'abord, elle a une territorialité d'action. Eux, ils ne luttent pas en Syrie. Si Bachar el-Assad tombe demain, ils n'ont pas fini le boulot. Ils veulent continuer en Irak, et puis au Liban, et puis sur la terre entière. Ils veulent imposer le dogme musulman comme le sol, etc., etc., etc. Hamas n'a rien à voir avec ça. Hamas ne mène pas une guerre à l'échelon universel dans le style de ce qu'on a pu attribuer à Al-Qaïda ou à Daesh. Première différence. Temporalité aussi. Si Hamas récupère, alors là il y aura une nuance, le territoire de la Palestine demain, il s'arrête. Hein, il veut pas prendre le pouvoir sur l'Égypte et sur Londres, d'accord? C'est l'énorme différence avec Daesh. Et puis Hamas a démontré sur le terrain. Peut-être un jour vous pourriez faire parler un chirurgien français qui s'appelle Christophe Oberlin et qui pendant 20 ans s'est rendu 3-4 fois par an pour enseigner, pratiquer et enseigner la chirurgie à Gaza. Et ça n'est pas un analyste de sciences politiques, mais il a juste la pratique du terrain. Les gars de Damas, du Hamas, il les connaît tous. Et il me dit, mais quoi la coexistence religieuse? Mais attends, ils étaient potes avec le curé machin, avec le truc, on allait à la paroisse un tel. Il y a jamais eu, j'ai jamais vu la moindre tension religieuse entre les militants de Hamas, alors qu'au Daesh, eux, ils brûlaient les églises. Ils martyrisaient les Yazidis. Donc on est vraiment devant deux catégories d'acteurs politiques totalement différents. Et le fait de les corréler, eh bien, c'est développer un écran de fumée qui nous empêche de penser qu'un acteur politique, dans une démarche anti-impérialiste ou nationaliste, appelez-la comme vous voulez, peut très bien avoir conservé son appartenance religieuse, comme les militants de la théologie de la libération en Amérique du Sud l'avaient fait. D'accord? Ils se servaient du sentiment religieux au service d'autres causes que ne le faisait l'Église alliée à la monarchie absolue en France. Ce que Madame Badinter n'a jamais compris. Hein? C'est, enfin, petite parenthèse. Vous rendez-vous compte que on critique l'islam politique, l'islam politique, l'islam politique, on démonise l'islam politique. Hein? Il y a une interférence entre la religion et le politique, donc ils sont illégitimes, donc ils sont infréquentables. Mais que font les Israéliens? Discrètement au début, mais que je sache, c'est quand même Dieu qui leur a donné la terre, non? C'est bien une histoire comme ça. Et plus récemment, nous avons appris que c'est le peuple des ténèbres qui combat contre le peuple des lumières. Hein? Nous avons, de la façon la plus explicite, un langage de théocratie, et les laïcs français, les gardiens de la sainte laïcité. Alors, vous voyez, illégitimer le Hamas sur la base du fait qu'il a, comme tous les autres courants islamistes de la région, conservé le droit de mobiliser son appartenance religieuse, c'est quelque chose qui ne tient pas. Alors après, pour le reste, bon, ceux qui ont un compte Twitter ou un compte Facebook peuvent regarder l'un des derniers posts que j'ai publié, que j'extrais d'ouvrages que j'ai écrits il y a longtemps. Mais il faut savoir le martyre que la communauté internationale a fait subir au mouvement Hamas. Le mouvement Hamas a essayé absolument tout, l'inverse et son contraire, comme mode d'action pour obtenir un règlement pacifique. Tout a été rejeté. Et le pire, c'est bien sûr lorsqu'il arrive au pouvoir par des élections qui ont été organisées par la communauté internationale, financées par l'Union européenne, et qu'on
une trilogie d'acteurs, les Israéliens, les Européens et l'autorité palestinienne, pas plus légitime à rester au pouvoir que le Hamas, soit dit entre parenthèses. On dit des fois, ah, le Hamas, il n'a pas été réélu. L'autorité palestinienne non plus. Vous voyez, tout est à sens unique. Hein. Donc le Hamas va voir ses députés, ses ministres arrêtés, mis en prison, silence total de la communauté internationale. Donc, le Hamas, c'est un mouvement politique qui est en tout point comparable à des courants que je qualifierais de fréristes, même si ce mot fait un autre emploi, hein, parce que évidemment tout dépend du sens que vous donnez au mot. C'est un courant qui est issu grosso modo de l'école des frères musulmans, qui a produit des mouvements comparables à Ennahda ou à Morsi en Égypte, dont je sache la France n'a pas refusé de les reconnaître, d'interagir avec eux au plan gouvernemental. Et donc, voilà, encore une fois, arrêtons de nous obnubiler avec la terminologie religieuse, regardons simplement les faits, les comportements, et on verra que les terroristes ne sont pas exactement ce que l'on croit. Qu'est-ce que vous pensez du récit eschatologique? Justement, par exemple, il y a une certaine frange je crois que de l'extrême droite religieuse israélienne qui parle du grand Israël et de la venue du Messie, etc., qui signifierait la fin du monde, etc. Et là, je fais vraiment un parallèle entre les discours mobilisés et pas les structures politiques, et Daesh aussi, qui mobilisait à l'époque, il me semble, hein, qui parlait du Cham, comme quoi le Cham, c'est de là que viendrait la fin du monde. Je vous interromps. Si vous voulez m'entendre dire que le courant politique des colons israéliens et d'une bonne partie de la droite, c'est l'équivalent de Daesh, je suis d'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a le même sectarisme ouvert. Les colons israéliens crachent sur les prêtres catholiques qu'ils croisent sur la voie du Golgotha. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai écrit depuis longtemps. Ils n'ont aucune leçon d'humanisme à donner. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que le Daesh israélien, c'est ça le problème avec la société civile. Il irradie d'autres comportements du tissu politique israélien. Parce que si vous légitimez, on entend quand même pas seulement chez les colons le fait de dire mais c'est notre pays, c'est Dieu qui nous l'a donné 4000 ans. Il y a une petite vidéo qui a circulé qui était assez amusante, qui était François Fillon qui avait rencontré le président iranien il y a 2 ans ou 3 ans, et le président Khamenei dit à François Fillon, de toute façon, les Israéliens, il faut qu'ils se barrent, il faut qu'ils rentrent chez eux. Alors Fillon, choqué, lui dit, mais qu'est-ce que vous allez leur répondre? Ils y étaient. Alors Khamenei rit et il dit, mais vous savez, nous, il y a 5000 ans, on était en Inde. Est-ce que vous croyez que ça nous donne le droit d'y revenir? Voilà, c'est tout. Donc, ce qu'il y a de dangereux, c'est que le discours qui est tenu par les colons et qui veut bien nous choquer, il n'est pas si différent de celui qui fonde la légitimité de l'emprise israélienne sur des pans entiers d'un pays où ils n'avaient pas mis les pieds depuis 4000 ans et dont ils ont chassé par la violence, et c'était le sionisme de gauche, le gentil, le laïque, hein, dont ils ont chassé par une infinie violence 800 000 personnes en 1948.